Comment améliorer votre communication et comment prendre la parole, surtout en public? Comment réussir à surmonter le syndrome de l'imposteur, trouver sa voix VOX et réussir à être à l'aise dans les prises de parole? C'est le sujet du podcast aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue ici, Joanne Yanting. Et aujourd'hui, dans le flow, je suis avec Isabelle Colkins, experte en prise de parole. Elle coach et accompagne des dirigeants, des entrepreneurs, des communicants pour les aider justement à mieux s'affirmer dans leur leadership, dans leur posture, pour pouvoir prendre la parole, avoir plus d'impact. Et ce que j'aime avec Isabelle, c'est que justement, on ne se contente pas juste de techniques pour communiquer et prendre la parole, même si c'est important, mais on va vraiment dans une discussion beaucoup plus profonde sur le fait de s'autoriser, sur le fait d'oser, sur le fait aussi de trouver sa voix. VOX, ça veut dire de quoi parler, quoi exprimer, comment exprimer aussi qui on est, se différencier, avoir un plus grand impact. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que ce podcast est plein de pépites. Je vous invite à profiter au maximum de cet échange et surtout de prendre conscience à quel point vous avez justement une voix et des idées et des conseils, une expertise, peu importe, qui mérite d'être entendu, d'être écouté. Et si aujourd'hui vous avez envie d'oser prendre la parole, le podcast va vous aider. Donc je vous souhaite une bonne écoute de cet échange très très riche et n'oubliez pas que si ça vous plaît, ça a du sens pour vous, partagez et puis surtout laissez-nous des petites étoiles. Je l'ai dit au début, on se retrouve à la fin, mais vraiment c'est important si l'échange et les conseils résonnent et vous aident énormément. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et profitez de ces pépites. Hello Isabelle, je suis très heureux de te retrouver. On se connaît depuis très longtemps et ce qui m'a marqué le plus quand je t'ai découvert, c'était en conférence, ta capacité à communiquer dans une énergie qui m'a vraiment touché. Et aujourd'hui, on va parler de communication et c'est vrai que c'est un sujet qui est hélas, je trouve trop souvent soit pas compris, soit on n'est pas formé dessus, alors que la majorité des problèmes que nous avons aujourd'hui sont liés à des problèmes de communication. Donc j'aimerais que tu nous dises déjà, vu que c'est ton métier et ton pourquoi et ta mission, en quoi la communication c'est aussi important dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Merci pour la question, merci pour tout ça, merci pour le sujet. Moi, j'aime bien donner du contexte. Donc avant de te répondre ou d'amener des éléments de réponse, j'aimerais donner du contexte. J'aime bien rappeler quand on est dans ce monde, on pousse un cri en fait. Et quand on est gamin, on le voit bien, tous les gamins, ils posent des questions, mais en permanence. Ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas d'angoisse à ce sujet-là. Toutes les questions, tous les sujets qui leur traversent la tête, ils partagent tout ça. Et ce qui se passe, c'est que les adultes autour d'eux ont besoin de gérer tout ça et donc conditionnent et demandent à l'enfant presque de se rétrécir, d'arrêter de déranger, d'arrêter de trop parler, d'arrêter de poser des questions. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en grandissant, on subit des conditionnements. Le conditionnement numéro 1, évidemment, c'est la famille, où on reçoit beaucoup d'injonctions. C'est pas que les parents ont voulu être désagréables avec nous, ils ont simplement cherché à nous gérer. Et eux-mêmes ont leur histoire, eux-mêmes ont leur conditionnement. Donc, ils cherchent à gérer cette boule d'énergie, et donc ils demandent à la boule d'énergie d'être gentille, d'être sage comme une image, de ne pas déranger, de se taire, etc., etc. Et moi, je te dis ça, parce que ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier, j'écoute beaucoup les histoires personnelles des personnes, et il y a beaucoup de DG, 60 ans, 50, etc., ont toujours ça en eux. Ils ont toujours ce ressenti de « il ne faut pas que je dérange » en fait. Et ça, c'est très français. Donc, il y a le conditionnement au niveau de la famille. Après, il y a tout le système éducatif français qui est fait à l'envers, si j'ai envie de dire. Le système éducatif français qui nous invite à pratiquer une parole récitante. Ce qui se passe pendant toutes les années à l'école, on nous invite à remplir notre cerveau, à apprendre des leçons et à les réciter. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend indirectement? Que la parole doit exprimer des choses et réciter. Il y aurait des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Et en plus, à l'école, il y a quand même un système hiérarchique, professeur-élève. Et dans notre société en général, on est beaucoup dans le rapport de force. Quand tu vas dans d'autres cultures anglo-américaines, notamment, je connais très bien la culture américaine, il n'y a pas de rapport de force. Ou pas entre les gens comme ça. Elle se situe à un niveau économique, mais entre les individus, ça n'existe pas. Vraiment, en tout cas. Oui, et d'ailleurs, j'ai souvent remarqué que même dans les débats télévisés français, il y avait une sorte d'opposition et de clash, de rapport de force. Mais Là, on n'est pas dans une discussion sur un sujet, on est sur toujours une joute verbale ou alors un débat, en gros, c'est quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Oui. Une opinion versus l'autre et qui a raison.
C'est exactement ça. Je pense que là aussi, du contexte, c'est qu'avant, les journalistes étaient tellement gentils, tellement sages, ne posaient pas les questions dérangeantes. Et il y a eu un basculement. Et donc maintenant, ils veulent un petit peu jouer leur rôle, sauf qu'ils ne savent pas le faire. Et ils sont très agressifs. Et puis, il n'y a plus le temps non plus. Il n'y a plus le temps, tu vois. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout ça, ça crée un climat et on absorbe tout ça. Et donc, en grandissant, on se rétrécit intérieurement et la parole, elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Moi, j'ai une façon très particulière de travailler la parole, c'est d'interroger les personnes sur leur histoire personnelle. Parce qu'en fait, tous les freins, les blocages, les peurs, les angoisses qu'on peut avoir sur la parole, qu'elles soient prises de parole en public ou interpersonnelles, ça vient de l'enfance. Parce qu'on a baigné dans un climat où les parents n'ont pas su se parler. Ou peut-être l'un des parents était colérique, ou peut-être que l'autre était complètement discret, ne disait jamais ce qu'il voulait. Et donc, on a pensé que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, on n'a jamais été formé à la communication, et paradoxalement, on l'a été par le modèle familial, par la pratique de la parole dans le milieu familial, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Et ensuite, il y a le système éducatif qu'on rajoute derrière. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, finalement, à travers tout ça, souvent, très souvent et beaucoup trop souvent, on est dépossédé de notre parole. Et en fait, il faut refaire tout un chemin pour retrouver l'accès à notre parole. Mais je vais revenir quand même à ta question, que je n'ai pas oubliée. Oui, mais c'est super intéressant parce que justement, tu as bien fait et c'était un petit peu aussi ce qu'il y a derrière la question, c'est mettre du contexte. Parce que c'est vrai que la communication, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, mais il y a aussi un contexte qui fait que ça va impacter le contexte intemporel de notre environnement, comme tu l'as dit, et un contexte très actuel et même culturel, puisque la majorité de ceux qui nous écoutent sont en France, francophonie en tout cas, et du coup, il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Et ce que j'aimerais rajouter aussi, en fait, quand on m'interroge, tu vois, sur mon travail, moi, ce que je dis souvent, c'est presque ce que je fais. Alors, on m'appelle une accoucheuse de parole, mais moi, je dis que je restaure les gens dans leur pouvoir d'origine, en fait. Je leur donne pas des trucs et astuces, je les invite pas à devenir quelqu'un d'autre ou à porter des masques ou à jouer des personnages, à déconstruire tout ça pour retrouver l'élan vital qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Parce qu'en fait, la parole, et je reviens à la question, faut pas croire, la parole, elle est intimement liée à l'estime de soi Oui. et à l'élan vital. Donc, Oui, on va en parler d'ailleurs aussi même du syndrome de l'imposteur, des difficultés à prendre la parole. On va en parler. Et donc, la question, est-ce que je m'en souviens? Pourquoi est-ce que la communication est si importante? Moi, j'aime bien donner un chiffre. On dit que 65% des couples qui divorcent le font à cause d'un problème de communication. C'est pas qu'il y ait plus d'amour, c'est qu'ils savent plus communiquer. Et en fait, c'est assez symbolique de tout ce qui se passe. On est des êtres sociaux, on a besoin des autres. C'est en communiquant avec les autres qu'on se rencontre soi-même et qu'on rencontre les autres, qu'on crée des opportunités, qu'on découvre qui on est, notre pourquoi, etc. Le problème, c'est que quand on est étriqué dans notre communication, et on l'est très souvent à cause de tout ce que je viens de dire, eh bien, ça limite le champ des possibles. Et donc, apprendre à communiquer, c'est savoir dire les choses et que l'autre en face de nous les comprenne véritablement pour ce qu'elles sont. Mais la communication, c'est pas que parler. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est l'écoute. Bien sûr. Et c'est là aujourd'hui où ça pêche beaucoup parce qu'on est tellement dans un monde de brouhaha, de bruit, de paroles, d'aller vide. Et en fait, les gens perdent le sens, ils perdent la vitalité de leurs paroles. Et quand on perd ça, on ne peut pas impacter, on ne peut pas convaincre, on ne peut pas embarquer une équipe, on ne peut pas vendre un projet, on ne peut pas défendre son projet, etc. Donc, la parole, c'est vraiment retrouver la puissance de sa parole, c'est vraiment retrouver son élan vital, retrouver sa propre puissance pour après inspirer les autres, en fait. Oui, puis ça va impacter dans la carrière, quelqu'un qui cherche un travail, qui veut aller justement passer les entretiens, un entrepreneur qui veut vendre ses offres, qui veut créer des partenariats, quelqu'un qui est dans son entreprise, qui va avoir de l'impact dans les réunions et tout. C'est vrai que ça change tout. Et quels sont pour toi les points communs dans les grandes lignes, même si on va développer un peu après, les points communs des personnes qui arrivent justement à libérer cette parole? Parce qu'on va en parler aussi, parce que tu n'as pas dit juste savoir bien communiquer ou libérer sa parole, mais se trouver sa voix, sa parole, son mode de fonctionnement dans l'expression, qui est là aussi la philosophie dans le flow. Pour toi, c'est quoi les plus grands déclics? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu vois comme switch quand quelqu'un arrive à prendre enfin la parole? Alors déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi en me disant « il faut que je fasse quelque chose avec ma parole, parce que sinon, je n'aurai pas de promotion, je ne vais pas avancer ». Moi, je donne souvent l'exemple d'un DRH d'un très grand groupe qui m'avait contacté
et il avait fait une réunion, enfin même pas une réunion, une prise de parole devant une centaine de salariés, et c'était très mal senti, il n'était pas à l'aise, il n'arrivait pas. Et il a dit, bon, soit je travaille sur ma parole, soit j'arrête en fait. Ça, c'est un exemple, mais pour beaucoup de personnes, c'est ça, à l'endroit où elles se trouvent, à l'échelon où elles se trouvent. Mais si on ne prend pas la parole, en réunion, on se tait, nos idées ne sont pas retenues, etc., etc. En plus, on se frustre, donc on tombe dans la spirale vicieuse, en fait. Oui, Alors, la parole, parce qu'il y a tellement de travail sur la parole aujourd'hui qui est oui, c'est vrai. proposé, c'est vaste. La parole, elle touche à tout. Elle touche, oui, à la rhétorique, oui, à l'argumentaire, oui, au storytelling, mais elle touche aussi à la vitalité, à la communication non verbale. C'est très dense. En fait, à travers la parole, on touche toutes les dimensions de l'être. Pour moi, pour impacter, toucher, inspirer les gens, il faut être en lien avec soi. Je pense que si on n'est pas en lien avec soi, on ne peut pas être en lien avec les autres. On peut avoir envie, on peut désirer quelque chose, on peut avoir envie de signer des contrats, etc. Mais les gens le sentent. Les gens sont très intelligents, ils captent très bien, ils ne sont pas dupes. Les gens comprennent l'intention avec laquelle on prend la parole. Et donc, aujourd'hui, dans le monde, dans la société dans laquelle on vit, pour moi, la parole vraie, je vais l'appeler comme ça, la parole vraie, c'est celle qui va faire la différence. Parce que aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on a tellement été abusé, notamment par la classe politique et par d'autres, qu'aujourd'hui, il y a vraiment une quête d'authenticité, de vérité, de sincérité et d'honnêteté. Alors, comment ce déclic, je ne sais pas s'il y a un déclic. Parfois, il y a des déclics et parfois, c'est un cheminement. C'est vraiment... et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais ce travail, moi, c'est d'interroger sur l'histoire personnelle. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'individus, on a toutes les capacités. Personne n'a aucun problème sur la parole, en vérité. On n'a aucun problème sur la parole. Le problème qu'on a, c'est parce qu'on nous a dit « tais-toi », parce qu'on nous a dit « c'est pas intéressant ce que tu dis », etc. Donc l'idée, c'est d'aller débusquer les mémoires qui nous restent, les injonctions qu'on a imprimées pour les défaire, pour s'en libérer. En fait, le déclic, il est souvent là, parce que là, tu vas dans les profondeurs de ton être et tu libères quelque chose qui te retenait. Si tu travailles sur de la rhétorique, si tu travailles sur comment positionner les bras, etc., c'est un peu des mimiques. Ça va t'aider à avancer un petit peu, mais ça ne va pas t'aider à faire la différence. La vraie différence, pour moi, elle vient du fait que tu te réappropries ta parole. Et comment le faire? Par un cheminement, c'est le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est vraiment ça. C'est vraiment faire sauter les verrous que d'autres, la société, ont placés en toi quand tu étais plus gamin, en fait. J'ai répondu à la question ou pas? Parfaitement et de très belle façon. Mais justement, en fait, c'est ça, c'est de trouver sa voix à soi et pas une voix qu'on nous impose. Et je pense que c'est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent et qui sont des profils, par exemple, qui se disent si je ne suis pas extraverti ou que je ne peux pas prendre la parole comme des extravertis qui parlent fort, qui font des grands gestes et tout, je ne peux pas. Et ça, quand je t'avais vu en conférence la première fois, j'avais accroché, mais en plus, j'ai senti une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, là où il y avait d'autres qui étaient plutôt expressifs, qui parlaient fort et tout. Et ça trouvait son style. Et qu'est-ce que tu dirais à nos amis parfois introvertis ou qui se disent mais moi j'ai peut-être pas, je suis pas, parfois je me sens pas légitime ou j'arrive pas à trouver mon style de parole. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ça, c'est un super sujet parce que on a encore la croyance, notamment dans notre culture française, on a quand même toujours la croyance que certaines personnes sont nées avec une éloquence innée et donc pour elles, bien sûr, ils sont orateurs, oratrices, etc. Et que tous les autres ont rame et donc ça veut quand même dire que c'est pas pour nous. C'est pas vrai, c'est faux et c'est tout faux. On est tous en capacité, et même les timides, et même les introvertis. Moi, je suis timide à l'origine. La timidité, c'est contextuel. La timidité, c'est pas je suis incapable de m'exprimer devant tout le monde. Moi, quand j'étais gamine, j'étais timide, mais il y a des espaces où il y a des gens avec qui c'était très facile et fluide. Par contre, il y avait des espaces comme les salles de classe où là, c'était mortel, vraiment mortel. Et j'ai encore cette souffrance imprimée dans ma chair, j'en me souviens. Et c'est pas pour rien que je fais ce métier. Ce que je veux dire, c'est que les timides, il faut comprendre que tout ça sont des atouts. Il faut arrêter de voir la timidité comme un problème. C'est pas du tout un problème. On sait aujourd'hui, et moi je le vois tous les jours, que les plus grands orateurs, les plus grands comédiens, les plus grands artistes sont d'anciens timides. Parce que c'est quoi la timidité? La timidité, c'est t'es pas dans l'action comme ça. Tu pars pas comme ça d'office dans l'action. T'es en retrait. Et la timidité te permet d'écouter, de contempler, d'emmagasiner, d'analyser, etc. Donc, au bout d'un moment, tu as tellement amassé de la matière
que tu as le besoin de transmettre tout ce que tu as appris en observant. Et donc, les timides, ils ont cette force que souvent, quand ils prennent la parole, ça part d'un espace de besoin. Et donc, ils ont un poids. Il y a quelque chose qu'ils transmettent que les autres n'arrivent pas à transmettre. Pour dire, tout ça, que ce n'est pas du tout un problème. Et donc, le plus important quand on s'autorise notre parole, c'est de respecter qui nous sommes. Ne pas vouloir jouer à quelqu'un d'autre. Si on n'est pas extraverti, si on n'est pas tout fou, etc., il ne faut pas le devenir. Parce que ce n'est pas vous. Et en fait, vous prenez une mauvaise route que les gens vont très bien le comprendre. Et en fait, ils ne vont pas vous écouter. Tu faisais référence, quand tu m'as vu sur scène la première fois. Eh bien, je ne sais plus exactement quand c'était, mais effectivement... À la journée de l'audace. Alors, quelle année, je ne saurais pas te dire, peut-être 2016, quelque part par là. Dans ces eaux-là. Ouais, ces eaux-là, oui. Ouais. Eh bien, je me souviens que j'avais beaucoup d'amis sur scène aussi. Et tout le monde démarrait. Et d'ailleurs, c'était Yannick qui passait la musique et qui m'avait demandé avant chaque passage sur scène, quelle musique tu mets? Et moi, j'avais mis, alors je pense, peut-être c'était à ce moment-là, le chant des baleines, je crois. Alors tout le monde mettait des trucs, mais le chant des baleines, c'est pas une chanson, hein, c'est vraiment le Oui, le chant des baleines qu'on a enregistré dans l'océan. Voilà, le vrai chant des baleines. On parle d'authenticité, mais j'y suis, là, c'est l'authenticité. Et tous les autres camarades qui passaient sur scène, c'était de la musique comme I Will Survive ou des trucs comme ça. Mais c'est bien, ça leur appartient, c'est leur univers et ils ont raison, ça leur correspond. Moi, c'est pas du tout mon truc. Et donc, j'ai fait ma conférence et après, il y avait un sondage. Et en fait, j'ai fait partie, on était 2 ex-aequo pour les gens qui avaient été appréciés le plus par le public. Et ils ont été bluffants, mes camarades, parce qu'ils me disaient, mais moi, j'étais convaincue qu'il fallait sauter dans tous les sens, il fallait avoir une énergie de feu, etc. Non. Le plus important, c'est l'intensité de la présence. C'est se respecter et tu peux être tout à fait doux, mais tu as une profondeur et tu as une qualité de présence qui font qu'il y a une intensité qui se dégage de toi, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se respecter. Il faut surtout ne pas faire comme les autres et faire comme soi. Si je peux témoigner, moi, ancien timide et toujours introverti assumé, au début, j'avais cette croyance pendant très longtemps, parce que je le communique depuis des années à mon audience, que j'étais pas légitime pour parler, ni prendre la parole en public et tout. Et en fait, j'ai découvert que j'avais quand même cette capacité à communiquer pendant mes études. Dès que on faisait des exercices de conférence avec les profs et tout, ils me disaient toujours, t'es vraiment bon en prise de parole, tout ça. Et moi, je m'en rendais pas compte. Et c'est grâce à ce déclic mais non, en fait, ça n'a rien à voir avec ça, c'est ta présence, c'est ton style, et c'est que tu t'autorises. Et ce que je ressens, c'est tu te donnes l'autorisation de prendre la parole. Alors, on te la donne parce que c'est le moment où on te dit, tu fais ton pitch, mais avoir réussi à l'avoir en tant que quelqu'un qui est ancien timide et qui maintenant fait des conférences, je me suis découvert ça et j'ai vécu ce truc où j'avais fait une conférence, on m'a demandé aussi les intros et tout. Bon, moi, j'aime bien les intros qui boostent un peu, mais par contre, ma conférence, le tout début, je parle presque pas. Et tout le monde, là, il y avait un gros silence dans la salle. Parce que j'en ai fait une justement sur le temps. Et en fait, elle était extrêmement visuelle. Je parlais presque pas. Et par contre, je montrais. Et les gens étaient Et c'est ça. captivés. Et en fait, depuis que j'ai compris ça, je cherche plus à essayer de faire comme d'autres qui ont l'énergie, peut-être par exemple Tony Robbins et tout. Bon, ok, c'est l'extrême. Mais moi, je suis plus quelqu'un de posé, plus au côté martial, parce que c'est ma personnalité. Oui, bah voilà. Et le jour où on trouve sa personnalité et qu'on l'assume, en fait, c'est là qu'on dégage quelque chose. Parce que de l'extérieur, on m'a toujours dit, moi, quand il y a un groupe comme toi, je pense, je ne suis pas du genre à aller parler à tout le monde et tout. Par contre, si je prends la parole, on va m'écouter, parce que je vais tellement observer et tellement attendre que ma parole aura plus de valeur, je pense. C'est ça. Donc, si ça peut témoigner d'une expérience vécue de ce que tu dis, c'est ça. Si je peux être l'exemple. Mais en plus, tu as utilisé un terme qui est essentiel, c'est le terme autorisation. Tout à fait. C'est ça, c'est vraiment se donner l'autorisation. On nous a tellement enfermés dans une boîte quand on était gamin, et l'idée, c'est vraiment de sortir de cette boîte et s'autoriser. Je vais te donner un exemple que j'aime bien rappeler. J'ai coaché il n'y a pas si longtemps, c'était un chef d'entreprise qui a créé sa boîte, et sa boîte, en fait, il est sous-traitant d'Airbus. Il a un énorme chiffre d'affaires, etc. Il allait faire un discours devant le maire de Toulouse, des partenaires, enfin du beau monde, quoi. Et on travaille ensemble sur les discours. Et à un moment, il écrit quelque chose, et il me dit « Ah, mais vous croyez que j'ai le droit de dire ça ?» Il me dit ça comme ça. L'homme, il a 60, 65 ans. Et c'était, moi, quand je l'ai vu comme ça, quand il me dit « Ah, mais vous croyez que j'ai le droit de dire ça ?» C'était comme si le petit gamin qui levait la main, tu vois, « Madame, c'était exactement ça. » Et je l'ai regardé, je dis « Pourquoi vous n'auriez pas le droit ?»« Oh oui. » Je lui ai donné l'autorisation. Mais tu te rends compte, avec tout le parcours qu'il avait, son âge, son expérience, son fric, tout, il était encore en train de demander l'autorisation.
Non, tu parlais de déclic et à un moment, c'est arrêter d'attendre l'autorisation des autres, arrêter d'attendre la validation des autres et soi-même se donner l'autorisation. Et ça va tout changer. Merci. Et puis ça répond d'ailleurs à ce côté, toujours les gens qui se disent: «Je suis illégitime» ou syndrome de l'imposteur, «J'arrive pas». C'était un petit conseil en plus par rapport à ça. C'est culturel. Moi, j'interroge tellement de personnes depuis 20 ans et des personnes toi, des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, des artistes, des conférenciers, etc. Moi, tout ce que je partage là, je ne l'ai pas appris dans les bouquins. C'est mon expérience de 20 ans. C'est vraiment de l'expérience. Je suis autodidacte, j'ai appris toute seule et c'est vraiment de l'expérience. Et en fait, notre culture française, elle a évidemment des atouts, des bons côtés, bien sûr, mais surtout, elle abîme l'estime de soi. On est dans une culture de la réprimande et pas de l'encouragement. Tu vois, moi je compare beaucoup avec la culture américaine qui a ses failles elle aussi, hein. Mais au moins c'est une culture de l'encouragement. Tu sais que les gamins là-bas, ils souffrent moins du syndrome de l'imposteur. Tu sais pourquoi? Quand ils sont gamins, qu'ils ont 4-5 ans, quand ils vont en vacances, quand ils reviennent de leurs vacances, dans la salle de classe, chaque gamin va raconter ses vacances devant ses camarades. Il n'est pas noté. Il raconte ses vacances. Et donc, il est super heureux et il voit des étoiles dans les yeux de ses camarades. Et ils font ça pendant des années et des années. Donc, tu vois un petit peu la relation qu'ils nouent avec l'exercice de la prise de parole en public. C'est fun, c'est joyeux, c'est agréable. Ils adorent, en fait. Nous, on démarre à l'école, sur une estrade, avec un prof qui va nous noter notre poésie. Et on n'est même pas préparé. Donc, ça fait mal, en fait. Ça fait mal. Et donc, pour extrapoler, d'ailleurs, on va encore utiliser le système éducatif, hein, où souvent, quand tu notes, même ce que tu as fait, c'est écrit en rouge, et on va souvent te rappeler ce qui ne va pas, plutôt que ce qui va bien. Bref, on est dans une culture de la réprimande, on nous fait remarquer là où ça ne va pas, beaucoup moins là où ça va, même si maintenant c'est en train d'évoluer tout ça. Et donc, on grandit avec l'illusion qu'on n'est pas assez. Le bulletin scolaire peut mieux faire. Moi, j'ai eu ça tout le temps. Peut mieux faire. Ouais, toute ma vie, ça a été ça, avec des facilités en plus, peut mieux faire. Ben voilà. 17/20, peut mieux faire. Bien sûr. Donc, syndrome de l'imposteur, tu peux pas y échapper. En fait, t'es fou si t'as pas le syndrome de l'imposteur. T'es un peu fou, en fait. Parce qu'on t'a tellement répété que non, c'est pas assez, c'est pas suffisant, etc. Donc, pour moi, tout ça, c'est encore un conditionnement. Oui, puis il y a le côté, la critique, en France, c'est intellectuel. C'est ça. C'est que si tu critiques quelque chose, ça ment, c'est intelligent. Voilà, c'est ça. Non, mais absolument. Oui. Mais en fait, c'est très important de comprendre tout ça pour décrypter et pour comprendre qu'en vérité, ce qu'on comprend là, c'est que nous, en tant que potentiel ou en tant qu'individu, on est un miracle et on a tellement de choses à offrir et à donner. Mais c'est notre parcours dans la société qui nous a mis des freins, des blocages, des injonctions, des croyances. Et nous, on a cru à ces croyances. Et donc, l'idée, c'est de les lâcher pour s'autoriser à revenir à nos talents et à nos ressources. Oui, et là, en fait, ça permet de bien comprendre aussi le vrai enjeu qui est, pour moi, le vrai fond de ce que tu as abordé qui va faire la différence. Et maintenant, je voulais parler on va dire, spécificité, c'est la prise de parole, vraiment en conférence ou en public et tout, qui est un vrai sujet, qui est aussi, d'ailleurs, pourquoi c'est, au-delà de ce qu'on a dit avant, pourquoi c'est aussi, là, je crois que c'est vraiment international. Pourquoi c'est une aussi grande peur de prendre la parole en public? Là, je parle vraiment d'aller sur scène ou de parler. Pourquoi on a autant le trac? Pourquoi l'être humain a peur de prendre la parole? Au-delà de ce qu'on a dit auparavant, c'est que l'exercice est super complexe. En vérité, une prise de parole, c'est une mise à nu. C'est une mise à nu. Parce que dans la prise de parole, tu as tout, en fait. Tu es supposé transmettre quelque chose d'un petit peu intelligent ou d'intéressant. Tu es supposé savoir le structurer. Tu es supposé amener de l'histoire, amener du fun. Tu es supposé bien articuler. Tu es supposé avoir de l'énergie, avoir une communication non verbale vitale, engageante, etc. Avoir une voix. Enfin, tu vois, donc, ça vient te chercher dans toutes tes dimensions, en fait. C'est pas uniquement, tu vois, je fais une présentation écrite et puis, non, ça vient te chercher dans toutes tes dimensions et dans des dimensions avec lesquelles tu n'es pas forcément à l'aise aussi. Et tu sais qu'il y a des choses qui, chez toi, sont pas encore travaillées, il y a des ombres, il y a des peurs, etc. Et là, la prise de parole en public, elle va mobiliser toutes ces dimensions. Et on en est conscient, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fout la trouille. Et c'est pour ça que c'est bon aussi, finalement, quand on s'autorise.
Alors, comment aider les personnes qui aujourd'hui ont besoin justement de communiquer dans leur travail, en public, ou peut-être faire un webinar, ou peut-être reprendre la parole? Est-ce que tu aurais des petits tips déjà pour les aider à passer ce cap et ce qu'ils pourraient commencer à travailler? En fait, il y a déjà une chose, c'est la préparation. Hein, tu l'évoquais tout à l'heure qu'en France, on a un petit peu la croyance que pour être intelligent, il faut avoir la science infuse. Donc du coup, il ne faut pas travailler. Et moi, je suis sidérée du nombre de DG, de cadres qui partent en réunion et qui parlent à leurs équipes et ils n'ont rien préparé en fait. Ils y vont la bouche en cœur. Et c'est un petit peu notre truc, en fait, d'y aller la bouche en cœur. Si on veut dompter cette peur, il va falloir bien préparer. À qui je parle, pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, passer du temps sur le message, sur le pourquoi et comment le structurer. Il va falloir apprendre à le structurer. Il faut mettre un petit peu des histoires, des témoignages. Les discours abstraits usent tout le monde. Et il y a besoin de concret, des éléments de la vie, d'être simple en fait dans sa façon de communiquer, vraiment très simple. Il faut, peut-être que j'aurais dû démarrer par là, il faut comprendre que la peur de parler en public, cette peur, elle est naturelle et légitime. Et ne pas l'avoir n'est pas forcément une grande marque de conscience en fait. Oui, c'est si on n'a vraiment pas peur, pas le trac au moment de parler, c'est que je pense qu'au fond, on s'en fout un peu. Voilà, il y a quelque chose que voilà, parce que même tu regardes les grands artistes, même Johnny qui a fait de la scène pendant, 40-50 ans, je sais plus, mais les grands artistes aujourd'hui, avant de monter sur scène, ils ont tous d'ailleurs je lisais hier, Michel Polnareff qui a quand même fait de la scène beaucoup, il disait: «Il a le trac, il a le trac». Ils ont tous le trac. Parce que dans cette peur, il y a une peur qui est tout à fait, positive et féconde, qui est, je vais faire quelque chose de nouveau, même si j'ai préparé et cetera. Je rentre dans un territoire nouveau et je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Donc ça, c'est là où il y a une conscience. Donc ça, c'est bon. Et après, au-dessus, il y a toutes les peurs qu'on s'invente à cause de notre cheminement, à cause de tout ce qu'on a pu nous dire, qu'on a reconnu, et cetera. Et l'idée, c'est de nettoyer toutes ces peurs qu'on s'est inventées pour uniquement garder ce stress bénéfique et fécond. Donc ça, c'est naturel. Et l'idée surtout aussi, mais comme tu le sais, hein, c'est ne pas attendre de plus avoir peur, parce que sinon on n'y va jamais. C'est d'y aller avec la peur. On y va avec la peur, et plus on va faire ça, plus la peur elle va diminuer, et plus elle va être vraiment, presque elle va devenir une amie. Moi aujourd'hui, quand je monte sur scène, j'ai le trac, mais j'en ai besoin. Je l'aurais pas, je m'inquiéterais en fait, parce que je sais que ça va m'aider à être meilleur. C'est ça l'idée du trac. Ça te permet d'être meilleur, en fait, d'être plus grand que toi en fait. Oui. Et au-delà de la préparation, tu as des petits tips qui aident à justement, diminuer le stress, des petits exercices que tu conseilles? Alors pour le TRAT, en fait, moi j'utilise tout le temps 3 exercices. Il y en a plein qui existent, c'est pas la peine de se disperser en faisant trop d'exercices. Ça va être une très bonne préparation avec une répétition orale à voix haute. Parce que se répéter dans la tête, ça fait pas le job. Il faut répéter à voix haute parce que parfois, on pense qu'on sait transmettre et il faut vraiment passer par le langage oral à voix haute pour vérifier qu'on est en capacité de bien transmettre ce qu'on souhaite transmettre. Donc préparation et répétition. Il y a tout le travail sur la respiration aussi. Moi, j'aime beaucoup parler de la cohérence cardiaque. Mais ça, c'est des routines à mettre en place quotidiennement. Tu vois, 5-7 minutes, bien respirer au niveau du diaphragme. Parce que la respiration, elle soutient la voix et aussi, elle permet de libérer le stress, en fait. Et donc, avant une prise de parole, évidemment, bien respirer pour être bien dans son corps, ralentir, pas aller trop vite. Et en respirant bien, ça permet d'avoir un rythme normal. Et après, un exercice que tu dois connaître, c'est la visualisation créatrice. Je ne sais pas si tu veux que je le détaille ou pas, mais Tu peux en bon, parler un peu? Oui, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ouais, comment l'amener dans ce contexte-là. c'est un exercice très, très puissant. Avec ces 3 exercices, on arrive à bout, vraiment. La visualisation créatrice, très rapidement, c'est l'idée, donc vous êtes seul et vous faites le film dans votre tête de la prise de parole et vous faites le film que tout se passe bien. Comme on sait aujourd'hui, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il a vraiment vécu et ce qu'il imagine. Par contre, ce qu'il a besoin pour générer des nouveaux scénarios et les prendre pour de la réalité, il a besoin, notre cerveau, non pas d'être spectateur du film, mais d'être acteur. Ça veut dire quoi? Quand on fait l'exercice de visualisation, on va partir du moment où on commence à avoir les papillons dans le ventre. Par exemple, on fait une conférence. Est-ce que c'est juste avant de monter sur scène? Est-ce que c'est dès le matin? Est-ce que c'est quand on rentre dans la pièce, etc. Donc, en fonction du moment où on commence à sentir le stress, on va sentir ce stress en soi. On va l'inviter. On va sentir le stress. On va le vivre dans notre corps. Il faut qu'on ait ce ressenti. Et ce ressenti, on va le dompter. Parce que mentalement, on sent le stress, mais on a envie d'y aller. On l'a préparé. On a envie de transmettre. Ça nous est important, etc. Donc, on dompte tout ça. Et du coup,
on part du ressenti stress pour l'amener à de la réussite. Et donc là, on est acteur et le cerveau imprime qu'on a fait, qu'on a vécu ce film et il stocke tout ça comme de l'expérience positive. Et donc, cet exercice permet de nettoyer toutes les peurs inconscientes aussi. Donc, c'est un exercice, mais d'une vraie puissance en vérité. C'est de la préparation mentale. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu comme grand match qu'on prépare et se Absolument. prépare mentalement, on se conditionne Absolument. pour gagner. Et avec ces 3 exercices, franchement, il n'y a même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Après, si ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de pratiquer. Pratiquer, pratiquer. Une fois que vous faites ça, vous allez faire une présentation, répétez devant des camarades, devant des collègues, devant des amis. Faites-la. Écoutez les feedbacks et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Plus vous le faites, plus vous récupérez en fait de la confiance. Je voulais aborder un sujet qui me fait un peu rire, mais pas vraiment. Enfin, ça dépend comment. Ça va moins te faire rire parce que c'est ton métier. Mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une très grosse mode des TEDx ou des conférences un peu dans ce format-là. Et on avait parlé une fois en off de parfois un peu un formatage des conférenciers. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses et comment éviter justement ce genre d'erreur. Parce que je trouve que parfois, ce qui est dommage, et pourquoi je voulais vraiment que ça soit toi qui parle du sujet, parce que toi, en fait, tu as une philosophie à laquelle j'adhère, c'est de faire les personnes trouver leur voix avec leurs valeurs, leur communication. Là où parfois, on peut avoir tendance, surtout les personnes qui coachent en parole, à les formater dans un moule. Quelles erreurs éviter et comment éviter ce piège de faire une conférence un peu bateau, comme beaucoup font, qu'on voit partout là? Je te remercie pour la question. Tu sais qu'en fait, moi, j'adore l'esprit TEDx. Je veux dire l'esprit TEDx. L'esprit. Moi, j'ai aidé à créer TEDx Toulouse et j'étais la coach pendant plus de 7 ans. Et si j'ai quitté TEDx Toulouse, c'est parce que justement, l'esprit ne me convenait plus. Parce qu'il y a tellement de TEDx maintenant que c'est pas fait tout le temps pour les bonnes raisons. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est exactement, voilà. Aujourd'hui, bon, il y a pléthore de coachs en prise de parole en public, et tant mieux parce qu'il y a un vrai besoin. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui donnent des conseils, etc., sans avoir maturé leur art ou leur science, etc. Il manque d'expérience probablement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trop vite. Ils n'ont pas forcément confiance en eux et probablement qu'ils ont acquis des techniques qui sont un petit peu passe-partout. Et donc souvent, et moi je le déplore parce que j'ai vu ça, j'ai vu des collègues, etc., où ils vont coacher des individus sans même reconnaître l'individu. Ils vont coacher une personne comme ils coacheraient une autre, une autre, une autre. Ils ont des techniques, des méthodes qui vont adapter et la personne doit rentrer dans ces techniques et ces méthodes. Et là, c'est problématique, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est timide, on va peut-être pas forcément aller courir ou sauter sur scène. Ça ne nous correspond pas, ça ne nous ressemble pas. Et là, on passe à côté de l'exercice, on passe à côté de notre pourquoi, on passe à côté de notre authenticité. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et rencontrer le bon coach, la bonne personne qui va prendre le temps de vous écouter. Il faut que cette personne ait la capacité d'écouter votre fabrique humaine, votre histoire humaine en fait. Moi, ce que je fais quand je coach des personnes, c'est pour ça que je passe tout le temps par leur histoire personnelle pour savoir qui elles sont et d'où elles viennent. Parce qu'en fait, quand on veut faire une conférence, un TEDx ou une autre conférence, le sujet qu'on porte vient très souvent aussi d'une histoire familiale. On a des héritages et il faut les écouter. Et très souvent, c'est inconscient, mais on porte des choses. Et donc, ça vaut le coup de prendre le temps pour comprendre en fait ce qui nous pousse, ce qui nous anime dans le fait de vouloir porter un sujet. Et quand on est beaucoup plus clair là-dessus, on le porte avec encore plus de puissance. Et surtout, on va être en capacité d'aller tirer des fils dans l'histoire personnelle. Donc, un exemple, moi j'ai coaché un jour un économiste à la TSE à Toulouse, Toulouse School of Economics. Et ce gars-là, il était d'origine chinoise et il travaillait sur comment est-ce que les juges américains prennent leurs décisions. Et donc, je le rencontre la première fois, je vais dans son bureau, il me montre des stats, des équations, je ne comprenais rien, je ne comprenais même plus le sujet. J'ai dit, ok, on va reprendre à zéro. Il dit, vous faites quoi? Au fait, expliquez-moi, etc. Et je demande pourquoi? Mais pourquoi ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Je lui ai posé plein de questions, je l'ai criblé de questions. Et au bout d'un moment, à force de lui poser des questions, il y a un moment, il y a quelque chose qui a surgi de sa mémoire. Il me dit, oh, j'avais oublié. Quand j'étais gamin, j'avais 5 ans, mon père m'a demandé, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et moi, je lui ai répondu, j'aimerais que tu m'abonnes, c'est l'équivalent du Monde en Chine. Je veux que tu m'abonnes au journal
Bon, le papa, il a été un peu surpris de 5 ans. Bon, bah, si ça te fait plaisir, ok. Il l'a abonné. Le gamin, il commence à recevoir le journal. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la dernière page du journal, il va découper la météo. Et tous les jours, il découpait la carte de météo et il collait ça dans un cahier. Et il cherchait à comprendre comment est-ce que la météo évoluait, si on arrivait à voir les tendances, etc. Et je dis, mais c'est dingue, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas donc nous raconter ton histoire. Il fait, ah non, jamais, ça c'est personnel. Non, ça je raconte pas, c'est mon histoire. Je dis, mais non, parce qu'en fait, tu es né pour ça, c'est ton ADN, c'est ton ADN. Et quand tu démarres avec ton histoire, bah, tu poses ta légitimité plus qu'aucun diplôme ne le ferait, en fait. Il m'a fallu un tout petit peu de temps pour le convaincre. Parce que maintenant, il travaille à la Banque mondiale. Il m'a contacté il y a 1 mois. Il me dit, il utilise toujours cette histoire. Il dit, mais ça a changé tout, en fait, dans sa façon de se présenter. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller écouter notre ADN, mais dans nos profondeurs, en fait. Pourquoi est-ce qu'on porte un sujet? Qu'est-ce qui fait qu'on porte un sujet, tu vois? Bon, c'est puissant et j'adore le pouvoir du storytelling, mais d'aller au fond de soi pour Oui. trouver. Et c'est vrai que dans nos métiers, en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans ces métiers-là, c'est là aussi que votre unicité, elle est, et votre mission, elle est. Absolument, absolument. On porte jamais quelque chose par hasard, un sujet, etc. Et il y a nous, ce qu'on a vécu, et il y a notre histoire. Et fatalement, elles se combinent. Et moi, quand je coach quelqu'un sur une conférence ou autre, je vais chercher l'alchimie. L'alchimie, c'est pourquoi cette personne veut parler de ce sujet. Il y a fatalement quelque chose qui la dépasse. Sauf que la personne, comme c'est son propre matériau, ça lui est très difficile. Elle n'a pas de recul sur son matériau, sur sa propre histoire. Ça lui est très difficile de trouver. Mais moi, avec un regard un peu extérieur, ça m'est beaucoup plus facile. Mais ça, quand on trouve ça, et on trouve, quand on passe un petit peu de temps, ça change tout, en fait. Parce que, encore un exemple, récemment, j'ai coaché une personne sur une conférence. Elle avait plein de sujets. Parce qu'effectivement, elle a un esprit en arborescence, elle a plein de sujets. Et elle me dit, je ne trouve pas ma conférence parce qu'il y a tellement de... Les multipotentiels, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, elle avait 15 sujets. Et elle me dit, je ne sais pas, ils m'intéressent tous, etc. Je dis, ok, ne vous inquiétez pas. Et donc, on a passé du temps, je lui ai demandé toute son histoire familiale, etc. Ben, on a trouvé son sujet. Après, je lui ai dit, il y en a peut-être d'autres que tu vas raccrocher, etc. Parce que peut-être que tu ne fais pas qu'une conférence, peut-être que tu en fais 2, 3, 4. Mais en tout cas, il y en a un qui t'appartient et qui est marqué au sceau de ton ADN. On a trouvé son sujet. C'est génial, j'adore. Et du coup, là, c'est vrai que c'est un sujet justement, un sujet très vaste et c'est très riche. La communication, c'est un peu toute la vie, donc c'est grand. Et mais je voulais savoir, toi, de ton expérience, est-ce que tu as eu parfois un flop ou un truc, ou une conférence que tu as ratée, ou une prise de parole, une anecdote croustillante comme ça? Ou alors, t'as jamais flop? Non. Non, c'est une anecdote qui pourrait être marrante, ou un truc où tu as eu un petit échec, et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce que pour dédramatiser aussi la peur de la prise de parole. Alors, moi, j'ai eu... un jour, j'ai fait une conférence. Je me souviens que j'étais super fatiguée. J'avais fait beaucoup de choses avant, tout le mois, etc. Bref, j'ai donné une conférence. Et à un moment, et ça, je m'en souviens, le trou. Mais je ne savais même plus où j'étais, en fait. Toi, trou, c'est même pas que tu sais plus de quoi tu dois parler ou quelle était la prochaine phrase. Non, tu sais plus pourquoi tu es là, pourquoi les gens en face de toi te regardent. Toi, Oui, un bug système, quoi. bug système, gravissime. Et là, je dis waouh, et c'est vertigineux. Tu sens une espèce de vertige t'habiter, non pas à cause du regard des autres, mais parce que tu te demandes, mais en fait, tu es supposé faire quoi, tu vois? Bref. Et ce que j'ai fait, ben, j'ai dit, alors là, voilà, il est en train de m'arriver la chose qui ne m'était encore jamais arrivée, donc merci de me permettre de vivre ça. Voilà, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire, de quoi je vous parlais, est-ce que vous pourriez me dire? Et donc, il me donnait des phrases, etc. Et au bout d'un moment, mais j'ai pris le temps, hein. J'ai pris le temps d'aller jusqu'au bout, parce qu'ils m'ont donné des phrases, j'aurais pu récupérer et continuer, mais je savais que ce n'était pas ça. Il fallait que mon système se remette à jour, tu vois. Et donc, j'ai retrouvé... Mais pour moi, j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Ouais, À la fin... c'est comme si ton ordi avait planté, Ah, mais c'est... et là, le système, il redémarre. Ah, mais c'est ça. Et après, les gens venaient me voir à la conf, ouais, là, génial et tout. Ils me parlaient même pas du truc, alors que moi, il y a que ça dont je me souvenais. Oui. Je dis, mais quand même, à un moment, je me suis plantée, j'ai eu un truc. Ah, ouais, non, mais ça, c'était... Mais moi, pour moi, ça avait été un trou gigantesque, tu vois. Donc, ça arrive, c'est pas grave. Et on apprend, et puis on en rit même, tu vois. Donc, J'ai tendance à voir que dans toutes ces expériences, tous ceux qui me le racontent, et moi, pour l'avoir vécu aussi,
le public le prend toujours bien quand nous, on le prend bien. C'est-à-dire que quand nous, on rebondit, qu'on est transparent, comme tu disais, le fait d'être avec le public, de dire, ben là, vraiment, j'ai un bug, et d'être avec eux, de les faire peut-être rebondir ou nous aider. En fait, ça se passe toujours bien quand il y a cette énergie-là. Oui, 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 tu sais, on a utilisé le mot authenticité, c'est vraiment ça. La pire des choses, c'est de faire croire que tout va bien alors que ça va pas bien. C'est de maquiller le truc. Toi, quand tu as du stress, quand tu vas pas bien, quand tu oublies quelque chose, il faut arrêter de faire croire aux autres que tout va bien. Ils le savent. On a un cerveau qui est d'une intelligence redoutable. Les gens, ils captent qu'il y a un moment là suspendu où on sait plus trop où on va. Ils le savent. Mais c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient avec nous. Tout le monde a déjà vécu ça. Et comme tu le disais, la prise de parole en public, ça fait peur. Les gens comprennent que c'est aussi un exercice de mise à nu. Donc personne ne nous en voudra jamais. Bien sûr que non. Parce que personne n'est à l'abri de ça, en fait. Personne. Donc, comme quoi, le lien, l'authenticité, c'est toujours ce qui fera la différence. Mais oui, Et comme tu as dit, les gens le sentent. De toute façon, on ne peut pas tromper un public, une audience. Les gens sentent. c'est ça. Et c'est l'idée de dévoiler son humanité. Et en fait, tu transformes quelque chose qui aurait pu être un problème en espace de connexion avec eux. Donc tu crées quelque chose d'encore plus fort, en fait. Donc le tout à chaque fois, c'est d'assumer. Dès qu'on assume quelque chose, une erreur, une difficulté, ben, en fait, ça enrichit le moment. Et est-ce qu'il y a un discours, une conférence, un pitch qui, toi, t'a vraiment marqué, en ou plusieurs, et tu dis, c'est une référence, et quand tu penses à ta vision de la communication, tu penses à ce discours, cette conférence ou ce pitch, et tu dis, ça, c'est vraiment Alors, non. Non, mais par contre, non, mais il y en a quelques-uns, en fait. Mais tu vois, ces jours. ceux qui t'ont marqué éventuellement. Non, il y en a qui sont, parce qu'ils ont tous leurs qualités. Tu vois, on parle souvent d'Obama. C'est vrai qu'il avait une facilité, une fluidité, un charisme, etc. Chaque orateur ou oratrice amène quelque chose. Christiane Singer par sa douceur et sa profondeur, son intelligence. Mais récemment, j'ai été à un événement qui était autour de la poésie. Et il y a eu un slammer, on appelle ça, hein. Oui. Et donc, il lisait ses textes. Mais alors, là, j'avoue que, en vérité, j'avais les larmes qui coulaient tellement c'était beau, profond. Mais surtout, j'ai rarement vu une personne qui habitait autant ses mots. Chaque mot était absolument incarné. Et c'est magnifique parce que souvent quand on donne des conférences, tu vois, c'est ce qu'on cherche en fait, c'est cette qualité de présence dont je parlais tout à l'heure. Malheureusement, je crois qu'il s'appelle Marc-Alexandre quelque chose. C'est un poète slammer qui est du côté de Montpellier, extraordinaire, accompagné au piano. Donc il ne faut pas trop en faire. C'est vraiment, comme on l'a dit tout au long de cet échange, c'est vraiment être soi. Mais être soi en s'autorisant à ouvrir cet espace et à le révéler au monde, en fait. Et il n'y a rien de plus fort que ça, pour moi. Il n'y a rien de plus fort que ça. Parce que c'est là que vous allez justement rentrer dans votre flow. Mais c'est ça. Et tu sais, tu dois connaître cette phrase de Maya Angelou, prix Nobel de littérature, qui dit, on la répète souvent, « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Dans une prise de parole, dans une communication, dans une conférence, c'est ça. C'est créer une expérience, c'est faire ressentir quelque chose aux gens. Et donc, ça passe par nous. C'est-à-dire que nous, on doit déjà vivre cette chose pour que l'autre les vive. Parce que c'est très contagieux. Quand on parle et qu'on est stressé, on va réveiller le stress chez les autres. Si on parle et qu'on est enthousiaste, on va réveiller l'enthousiasme. Si on parle et qu'on est habité, on est au service de notre pourquoi, et ben ça va réveiller cet espace dans notre public, en fait. J'ai vraiment envie de finir sur ces très très belles paroles. Isabelle, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent suivre ce que tu proposes et peut-être travailler avec toi ou voir tes conseils sur la communication? Merci à toi, j'ai adoré notre échange, même si j'ai beaucoup parlé. C'était le but. C'était le but. Les gens peuvent me retrouver, j'ai mon site internet, isabellecolkings.com. Il y a les réseaux, il y a LinkedIn, il y a Insta. Et Facebook, j'y suis moins. Non, plutôt les LinkedIn et Insta, avec grand Ok, plaisir. je mettrai les liens en descriptif. En tout cas, merci beaucoup Isabelle. Toi, merci. Et si vous voulez échanger avec nous sur les réseaux, LinkedIn, où je vais la taguer pour commenter et faire vos retours sur le podcast, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Isabelle, à très bientôt. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Merci à vous, j'espère que ça a résonné, que ça a créé des déclics et que ça vous a donné envie d'oser prendre la parole. En tout cas, si c'est réussi, c'est que la mission était bien menée.
J'étais très heureux d'échanger avec Isabelle, que je connais depuis très longtemps et qui a toujours, j'aime beaucoup sa vision justement sur la prise de parole. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez les infos dans les notes du podcast. Et puis n'oubliez pas, c'est très précieux, c'est très important. Si les épisodes vous plaisent, si ce genre d'échange fait sens pour vous, partagez, laissez-nous des étoiles sur la plateforme de podcast où vous écoutez. C'est tellement précieux, c'est important, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça permet justement d'encourager, de continuer à avoir des super invités comme ça. Nous arrivons vers la fin de cette saison dans le flow, parce qu'on va bientôt arriver dans l'été. Il reste encore des petites surprises, mais justement, là, j'espère que ces invités que vous avez eus, ces podcasts vous plaisent. Et si vous voulez plus, comme j'ai dit, franchement, la meilleure contribution, c'est le partage, de nous laisser des étoiles et d'envoyer des petits messages sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous retrouve pour de futurs épisodes. J'espère que justement ce format vous plaît et bénéficiez de tout ça et puis surtout partagez-le et appliquez-le parce que c'est important aussi que ces enseignements soient appliqués et vous servent. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès, prenez soin de vous et à très vite dans un prochain épisode dans le flow.